Je ne me féliciterai jamais assez, je veux dire, je ne féliciterai jamais assez Pierre-Alain de m'avoir proposé de consacrer des séances comme ça, que ce soit en direct ou en différé, là c'est en différé, exclusivement consacrées à la tentative de répondre à vos multiples et si riches et si intéressantes questions, pour l'immense majorité d'entre elles. Alors, d'ailleurs, je vais commencer par une qui n'est pas vraiment une question, mais qui est un courrier qui m'a tellement touché. Non, parce que touché, ça fait un peu subjectif, sentimental, c'est plus que ça qui m'a quelque part conforté d'une manière salubre, redonné de l'espoir. Je n'ai pas perdu, mais des fois, je me dis, l'effort de transmission, c'est quand même une gageure quand on voit ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure auquel j'ai répondu sur Durkheim, qui disait à très juste titre que tout est fait pour éliminer la notion de sujet et faire disparaître des mémoires même, vous voyez, avec un faux objectivisme, car je n'ai rien contre l'objectivité, vous pensez bien, de mauvaise aloi, euh, qui ne regarde vers l'objet que pour surtout faire silence sur le sujet. J'introduis cette suite de mes réponses aux questions par une image que je reprendrai à l'atelier. Il y a longtemps que je veux initier l'un des chapitres de la réflexion sur l'épistémologie, les sciences dures et les sciences humaines par cette image que je propose. C'est une construction pédagogique, hein, je vais dire, enfin que chacun a pu observer. Surtout s'il prend le train, oui, c'est dans le train mon histoire. Vous voyez, nous sommes en train. J'essaye de penser à des trains un peu antérieurs au TGV parce que le TGV, ça va tellement vite que j'y perds mes repères des fois. Je me rappelle qu'une fois, je voulais bluffer une amie en lui disant attends, tu vas voir le Vercors, etc. On allait en gros de Paris à Nice. Et puis, en fait, le Vercors était passé depuis 20 minutes et je l'attendais encore. Bon, bref. Non, les trains, on a le temps de. Vous voyez, on regarde vers l'horizon. Il y a des choses des fois extraordinaires à l'horizon, des couchers de soleil, des levées de soleil sur la mer, sur la montagne, peu importe. C'est pas... Mais à l'horizon, le décor est presque immobile. Vous voyez, plus on s'éloigne du train, plus le décor est immobile. Vous devinez où je veux en venir. Plus on se rapproche, plus le regard se rapproche du train, c'est-à-dire de la source, du laboratoire, du départ de l'observation, du sujet. Qui regarde, n'est-ce pas? Jusque-là, on avait le regard absorbé dans l'objet. Là, lointain, ah, les arbres, là-bas, c'est beau. Et quand on s'en rapproche, et quand on est à la verticale, carrément, c'est terrifiant. N'est-ce pas? On était dans l'éternité des montagnes, dans la beauté du lac ou de la mer qui enlève et rend la mémoire, comme dit le poète. Et voilà que tout d'un coup, on est dans une affolante accélération du devenir universel, n'est-ce pas? On voit un sol qui défile à toute vitesse comme ça fait peur. Le sujet, c'est ça. Voilà, je reviendrai pendant les ateliers. Il a fallu des milliers d'années pour passer de la scientificité des mathématiques Euclide, c'est la première, puis la physique, puis la chimie, puis la biologie, puis c'est normal qu'il faille du temps pour les sciences humaines, car là, il y a une résistance qui s'y oppose. Le regard se rapproche de soi. On est de plus en plus concerné. Je ne vais pas laisser l'intelligibilité, la science et la vérité rentrer dans mon jardin secret. Voilà, le tout de montrer qu'il y a des tas de domaines où il y a longtemps qui n'est pas secret. Allez, je reviens donc à ce qui m'a, quand je disais salubre, c'est que d'abord, ce n'est pas, contrairement à la plupart des questions auxquelles j'ai répondu tout à l'heure, auparavant, ce n'est pas quelqu'un de familier qui nous écrit. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui nous fait part familièrement de ses commentaires. C'est quelqu'un qui, d'après ce qu'il me dit là, pour la première fois, c'est un premier contact, première fois qu'il m'écrit sur notre site, depuis Berlin, j'y reviendrai. C'est la première fois qu'il m'écrit, mais il me dit qu'il suivait déjà
Donc voilà, c'est pas à ce niveau-là, il y a longtemps qu'on se connaît sans savoir. Enfin, en tout cas, moi, je ne le savais pas. Et voilà qu'il se décide à m'écrire. Et Pierre-Alain, est-ce que ça te dérangerait de lire le texte? Je sais que ça te dérange, mais parce que je trouve que tu as une bonne diction lente. Et je suis un peu gêné de le lire moi. Alors, cher monsieur Dominique Pagani, cher camarade, je viens d'assister, je dirais même de participer intérieurement et ardemment, par écran interposé, mais un écran qui ne fait pas écran, à votre lumineuse prise de parole sur les Grecs, le mythe et la musique, en compagnie d'Aymeric Monville. Une parole vivante, lumineuse et illuminante, en ce sombre hiver, au cœur de l'ancien Berlin-Est, tout près de la Zionskirche, si tu peux le dire mieux que moi, Zionkirche. Zionkirche, où j'habite depuis si longtemps. D'abord comme enseignant et traducteur, le journal de guerre de Victor Klemperer, puis comme retraité. Je suis depuis longtemps vos différentes prises de parole, dans le cadre notamment de la librairie Tropique, et je m'y retrouve tout entier, comme dans une parole amie, un parler frère, inaugurant à tout instant le très ancien, le très enfoui, le mettant en lumière comme une nouveauté inouïe, infiniment précieuse, un commencement. C'est pour ce souffle de vie que je vous remercie. Ghislain Ricardi. Je te laisse à nouveau. Merci Pierre-Alain, pardon d'avoir manipulé Pierre-Alain et d'avoir exploité son talent de lecteur, mais je me voyais mal, n'est-ce pas, lire moi-même ces paroles beaucoup trop gentilles que m'adresse ici Ghislain, le prénom français, Ricardi, prénom d'origine italienne comme le mien, n'est-ce pas, et écrivant de Berlin. Déjà, tout ceci a fait tilt dans ma tête. Et de quel Berlin? De Prenzlauer Berg. Bon, je ne vais pas vous repasser, mais raconter mes vacances de jeunesse. Voilà, je tenais à ce que ce soit lu en entier parce qu'il n'y parle ni vraiment philosophie, alors que visiblement, il a une pertinence philosophique plutôt rare, car il a synthétisé tout ce qui, à mon avis, peut avoir quelque utilité dans mes propos, ni philosophie, ni musique vraiment encore, qu'il a suivi mes entretiens musicosophiques, si je puis dire, pour reprendre l'expression à la variante d'Aymeric Monville, à qui on la doit. Ni philosophique, ni politique, ni vraiment musicologique. Hein. Et il dit peut-être l'essentiel. L'essentiel, c'est ce rapport entre le très ancien, le très enfoui, pour reprendre ces termes, et ce qui semble d'une absolue nouveauté. Comme si entre le plus ancien et le plus incroyablement inouï nouveau, il y avait le milieu entre les deux extrêmes qui nous occulte et l'un et l'autre. Et ce milieu, c'est le monde dans lequel le capital nous cantonne pour l'instant historiquement parlant, et ce n'est pas un hasard, car le capital, c'est ce qui règne au milieu. Au milieu de quoi? De la philosophie politique, je m'entends. Si vous regardez bien les trois étapes que suit par exemple Hegel dans la philosophie du droit, et avec des catégories, n'est-ce pas, qui peuvent être critiquées, tout ce qu'on veut, mais qui se succèdent de cette manière, n'est-ce pas? La famille, la société civile, l'État. Ce n'est pas seulement linéaire. Pour qu'il y ait la famille, par exemple, la famille, pas une union comme ça éphémère, mais la famille, c'est-à-dire pas seulement ce qui répond à un instinct, mais une institution. Par exemple, le mariage, historiquement parlant, c'est le mariage qui fait les foyers dans lesquels il y a papa, maman, l'enfant. Le mariage est une institution, donc la famille suppose l'État. Vous voyez, l'État, on croit qu'il vient en dernier, on voit venir Hegel, c'est la perfection ultime. Mais il est aussi au début. Il est aussi au début. Il est ce que Rousseau appelle l'état civil dès le principe, n'est-ce pas? Un jour, je commenterai un texte extraordinaire, un des moins lus de Rousseau, qui s'appelle Lettres sur la vertu. Je vous conseille de le rechercher car il existe dans des éditions
extrêmement peu coûteuses, des petits fascicules comme ça, entre 2 et 3 euros. Lettres sur la vertu. Je crois que dans l'édition dont je parle, je crois que c'est les éditions des Mille et une Nuits, mais je ne suis pas sûr. J'ai la mémoire qui est de plus en plus défaillante à ce niveau-là. Le fascicule contient la lettre sur la vertu. Et puis une autre, vu que non, j'ai oublié, ça me reviendra. Mais je conseille la lettre sur la vertu, ça vaut son pesant d'or. Il est question aussi de la dette de l'individu au collectif. Donc, et qui n'a rien à voir avec la dette culpabilisante, n'est-ce pas? C'est le même mot, péché et dette en allemand, Schuld. C'est même tout le contraire. Donc, voilà, je tenais à dire à Ghislain que je ne l'oublie pas, que je compte bien lui répondre, que une avalanche de soucis, pas seulement de santé, m'a empêché de prendre le temps nécessaire à lui faire une réponse à la hauteur de son très beau message. Alors, je réponds maintenant à Dimitri. Je crois que c'est Dimitri, ou si Dimitri, je ne sais plus. Je crois que ça dépend des fois. Bonjour, suite aux ateliers sur l'anneau des Nibelungen, donc on revient au ring, serait-il possible d'indiquer directement sur le site les références d'une version audio de qualité? J'ai l'occasion d'utiliser Deezer, mais il semblerait que le streaming des versions des enregistrements de Boulez à Bayreuth se fasse en 128 kbps. Alors là, il connaît mieux que moi. Je présume que c'est des normes de restitution haute fidélité et que justement c'est assez faible. Je me demandais si d'autres enregistrements performance étaient tout aussi appréciables. Alors, je lui dis tout de suite, avant de répondre à sa principale question, c'est de lui proposer des versions audio de qualité, que la version Boulez-Chéreau, qui est une des plus intéressantes au niveau de la mise en scène, puis tout de même, c'est quand même le centenaire, c'est quand même un événement que deux Français des avant-gardes parisiennes viennent célébrer l'œuvre d'art wagnérienne dans le temple, n'est-ce pas, apparemment pan-germanique de Bayreuth, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs de la tradition du théâtre qui a toujours été sulfureux à l'avant-garde, dans les avant-gardes artistiques, soit en passant. Je salue au passage l'immense Wieland Wagner, n'est-ce pas, qui est mort maintenant trop tôt, le petit-fils du compositeur, qui a fait sans doute les plus belles mises en scène, malheureusement très peu photographiées et peu filmées, qu'on n'ait jamais fait, à ma connaissance, à Bayreuth. Donc, oui, cette version est très mal restituée par la vidéo. Elle est sous-exposée en termes de lumière, d'abord, et ensuite, le son, il y a un souffle. Certains me disent que c'est fait exprès pour éviter la tentation de faire du piratage. Ce n'est pas impossible, hein, je veux dire, je ne suis pas spécialiste. Voilà. Donc, c'est ça qui gâche un peu le paysage, sans compter que si on n'achète pas les DVD et qu'on se fie au streaming, ben on peut toujours courir pour avoir une version sous-titrée en français, sauf courts extraits. Voilà. Il y a par contre des versions in extenso sous-titrées en anglais. Maintenant, quand on me demande d'une manière générale dans le répertoire dit classique, je ne sais pas si Wagner est vraiment un classique, mais enfin, pas au sens strictement musicologique en tout cas, puisque le classicisme est fini avec Beethoven. Mais Beethoven inaugure en même temps la musique d'avant-garde du XXe siècle, vous voyez, alors tout ça n'est pas si simple. Non, soyez sérieusement, à chaque fois qu'on me demande de conseils d'interprétation dans le classique, je partage immédiatement toutes les références disponibles, soit en support matériel, soit en streaming. Je les sépare en deux catégories. Celles qui sont très bien enregistrées, donc relativement récentes historiquement parlant dans l'histoire de l'enregistrement, qui sont en haute fidélité, en numérique, c'est-à-dire en évitant le souffle, encore que, je rappelle, qu'il vaut mieux une prise de son analogique avec un très très léger souffle, mais avec une admirable prise de son aérée et transparente, qu'une version numérique qui réverbe comme c'est pas possible, prise dans, je sais pas, dans une église sans faire attention. Ou simplement des instruments de piano en particulier. Le piano, c'est un cauchemar pour le preneur de son. C'est un des instruments les plus durs à enregistrer car le signal est violent et bref, et sur une très petite fraction de temps, n'est-ce pas, il y a les fréquences agressives, si vous voulez, qu'il faut essayer de capter sans distorsion, ce qui est assez complexe. Donc, revenons au ring. Si je sépare en deux
je commence par les récentes tout de même, parce qu'il faut une sacrée culture musicale et une sacrée pratique de ce répertoire pour deviner qu'une interprétation est restée inégalée à ce jour, alors qu'elle est enregistrée dans les conditions les plus déplorables, à la limite de l'audible. Il y en a comme ça, vous savez. J'ai même des enregistrements de Debussy, où c'est Debussy lui-même qui est au piano, qui accompagne une de ses maîtresses, Marie Gardenne, qui chante admirablement ses mélodies. Et le tout Paris décadent, c'est pas péjoratif. Le tout Paris impressionniste de l'époque était fasciné par son accent anglais, un peu éthéré, comme ça. Bref, Jeune fille aux cheveux de lin, pour reprendre un titre de bussiste. Ce n'est même pas dans l'histoire du disque. Le disque n'existait même pas en cire. Même pas, ce sont des rouleaux de cire encore, vous voyez, du début du XXe siècle. Les tout premiers enregistrements sonores. Oui. Bon, ceci dit, même à ce niveau-là, qui sont les pires au niveau disons, confort auriculaire, même là, on a des indications précieuses du tempo sur lequel il le prend, des dynamiques, des accélérations, des choses comme ça on ne peut pas le changer. Ou au contraire, des ralentissements. Donc, je laisse de côté pour l'instant les gravures, disons, anciennes. Il y en a qui sont pas mal enregistrées, pas en stéréo, pas avec le relief qui est maintenant encore un peu métallique, un peu tassé quand c'est des grandes masses comme l'orchestre et les chœurs, un peu à la limite de saturé dans les fortissimi, mais enfin qui sont vraiment de bonnes prises de son. La prise de son est plus importante, c'est la dimension la plus importante du support. Il y a la gravure, le pressage, mais il y a surtout, si la prise de son au départ n'est pas bonne, tout ça n'a aucune importance. Et donc, si je prends les gravures, alors, modernes, numériques, etc., eh ben, il y a des versions du Ring par Barenboim qui sont bonnes en version audio, puisque Dimitri m'interroge là-dessus. Voilà, je déconseille formellement de regarder la vidéo, c'est épouvantable. Il y a vraiment des metteurs en scène qui veulent qu'on parle d'eux et non pas du compositeur. C'est comme ça. Et ne croyez pas que je sois un puriste et que je sois dérangé par les mises en scène modernes. Si je vois Così fan tutte joué par deux hommes et deux femmes attablés à un zinc, à un bar américain dans un appartement moderne et vêtu en jean, ça ne me dérange pas du tout. Lorsque la mise en scène est fine, intelligente, que les acteurs jouent bien et que rien, non seulement ne vient distraire de la musique de Mozart, mais au contraire que ça la met en valeur. Mais quand c'est tout le contraire, quand la mise en scène prend le contre-pied total de la musique, je ne vais pas donner des exemples parce que ce sera accablant. Voilà. Non, j'ai vu des versions de Parsifal où Klingsor était joué par une folle, comme on dit, n'est-ce pas, un travesti. Oui. Bon. La mise en scène était très intéressante, ce n'est pas par purine que je parle. Donc voilà, mais Barenboim a fait une belle version, comme il a fait une très belle version de Tristan d'ailleurs. Vous savez que Barenboim se bat depuis des années pour que Wagner soit enfin autorisé à être exécuté en Israël, n'est-ce pas? Parce que pour des raisons évidentes, vu l'antisémitisme pathologique et combatif et de Wagner, il est interdit, il a été longtemps interdit, je ne sais plus très bien où c'en est, en Israël. Bon, Barenboim, qui est un juif d'origine d'Amérique latine, etc., est un des meilleurs serviteurs de sa musique. Et pas seulement, c'est aussi un immense pianiste qui nous a donné une très belle version, entre autres, des sonates de Beethoven. Voilà donc, voilà une version audio de qualité. Plus récemment, il y a une version, alors là, même la mise en scène m'a agréablement surpris, disons, elle n'est pas aussi affreuse que celle que je viens de dire, et en plus elle est sobre, elle est pas mal du tout, et à une ou deux voix près, il y a un grand problème, pour répondre à la question du jour de Dimitri, c'est les voix wagnériennes. Hein, il y a des voix qui ont disparu, il y a des écoles de chant qui ont disparu. Ça reviendra, je ne suis pas de ceux qui disent on ne verra jamais plus cette époque-là, mais qui restent inégalées à ce jour. Là, il y a un consensus là-dessus, des voix phénoménales, qui même avec des mauvais enregistrements où le micro était tout près du chanteur, sacrifiait tout ce qui était derrière l'orchestre. Je pense au fabuleux Melchior, c'est souvent des Scandinaves, les grands chanteurs wagnériens. Lauritz Melchior, chanteur d'origine danoise, qui transportait des caisses de bière dans les étages en chantant, et c'est
c'est un producteur de musique classique qu'il a entendu chanter dans les escaliers. Il dit, c'est vous qui chantez comme ça. Il a commencé. C'est le plus grand ténor wagnérien de tous les temps, une voix de velours, pas, avec une puissance phénoménale, mais toujours gainé dans du velours et avec un amour du beau son à l'italienne qui est si rare chez les exécutants du répertoire wagnérien, qui prennent plaisir à exagérer les allitérations que Wagner parsème dans son texte avec des cas König, Krone, Kühn, Quatsch. Bon, voilà. Donc, je pense à la version de Adam Fischer. Il y a une intégrale du Ring qu'on trouve sur YouTube. Alors là, je peux dire YouTube parce que ça vaut le coup de regarder la mise en scène. S'il fallait commencer, je ne dirais même pas de commencer, pas besoin de suivre l'ordre chronologique nécessairement, on le récupère après, mais commencer par la Valkyrie. Le premier acte de la Valkyrie qui est si difficile à restituer parce qu'il est intimiste. Dans tout le Ring, je dis souvent que c'est la partie qui, je constate statistiquement, ça se vérifie, quand on fait les enquêtes, que c'est celui auquel le sexe féminin est le plus attaché. Quand on demande à des femmes qui connaissent ce répertoire, la partie de Ring qui peut faire le plus, elles disent la Valkyrie. Parce qu'il y a un drame humain bouleversant, n'est-ce pas, entre un frère et une sœur jumelle victimes du destin, et non pas seulement des dieux, des géants et des nains, mais des êtres humains, tout simplement. Et ça, admirablement restitué, avec un jeu d'acteurs très bien maîtrisé, parce que les chanteurs, c'est terriblement difficile d'être un bon chanteur, mais si en plus on leur demande d'être acteur, c'est un des mérites de Chiraud dans la version boulaise, d'avoir été un des premiers à demander à des chanteurs de jouer dans des positions couchées où pour la voix c'est difficile, de faire un effort d'acteur, n'est-ce pas? Ben, je remercie Pierre-Alain de vous donner le goût. Vous voyez, la mise en scène est très sobre. On est ici, je le commande en vitesse, n'est-ce pas, dans la maison. La Valkyrie ne se passe pas encore aux époques historiques, on n'est pas encore dans l'humanité, on est encore dans la préhistoire, si vous voulez, quoi. C'est les temps barbares. C'est les indications de Wagner, en pleine forêt, une maison isolée, avec un arbre, on le voit, qui est au milieu des tables, un arbre, n'est-ce pas, qui est au milieu de la maison. Dans cet arbre est enfoncée une épée qu'un vieillard est venu plonger jusqu'à la garde dans le temps, n'est-ce pas, et que personne ne peut retirer de l'arbre depuis. Et voilà, quoi. Et là, c'est la scène où ce pauvre fugitif de Siegmund, n'est-ce pas, qui vient d'être revigoré par l'eau que lui a donnée à boire Sieglinde, dont il ne sait pas encore que c'est sa sœur jumelle, n'est-ce pas, qu'il retrouve après toute une vie, enfin, après toute une adolescence, qu'ils ont été séparés à la naissance, et qui vont avoir une nuit d'amour entre frères et sœurs jumelles, dont va surgir Siegfried, n'est-ce pas, le héros de la suite. Voilà, alors c'est admirable comme prise de son, c'est admirablement chanté ici. Il y a en particulier, il n'est pas là, le mari, quand il arrive, Hunding, une voix de basse terrifiante, qui sous-joue un jeu sobre, et d'autant plus terrifiant. Voilà. Bref, tout le contraire d'un Wagner théâtral, un Wagner intensément musical, et qui du coup, est un chef-d'œuvre dramatique, soyez en passant. N'oubliez pas que chez Wagner, le drame, c'est l'union indissoluble de l'action et de la musique. C'est lui-même qui dit ça, n'est-ce pas? Donc, voilà dans les versions. Sinon, allez, il y a quand même des références. Il y a 3 références qui sortent du lot, 3 intégrales du Ring bien enregistrées en stéréo qui sortent du lot. C'est là, je vous ai parlé de choses plutôt vraiment récentes. Mais c'est l'intégrale de Solti, de Georg Solti, chez Decca. Decca, c'est les meilleures gravures, en gros, de la musique classique, les meilleures prises de son. Chez donc l'intégrale du Ring chez Decca par Georg Solti. Je rappelle que Solti est le premier à avoir enregistré une intégrale du Ring avec cette qualité sonore moderne entre guillemets, c'est-à-dire postérieure à l'apparition de ce qu'on appelle la haute fidélité, c'est-à-dire au tout début des années 60 et même à la toutes dernières années 50. Pardon, c'est l'audiophile qui parle là, mais écoutez une version de Petrouchka, le ballet de Stravinsky, qui a une orchestration à la russe éblouissante, et pour laquelle il faut donc une prise de son haute en couleur. Écoutez la version qu'en fait Ernest Ansermet avec l'orchestre de la Suisse romande chez Decca. Ne dites pas quand ça a été enregistré, mais quand on apprend que c'est entre 57 et 59, on n'en revient pas. C'est une qualité sonore bien plus spectaculaire que les choses stéréophoniques enregistrées postérieurement. Voilà. Hein.
Merci pour les illustrations. Donc, il y a ce ring de Solti, merveilleusement en prise de son, avec, ce n'est pas rien non plus, les derniers vestiges des grandes voix wagnériennes, qui ont un petit coup d'âge maintenant, l'extraordinaire Wotan. Wotan, vous savez, j'ai vu toute une série d'émissions en France Musique à une époque, on disait la tétralogie de poids, la tragédie de Wotan, pas celle de Siegfried, de Wotan. Et Wotan chanté par celui qu'on appelle le Wanderer, l'errant, le titre que se donne Wotan dans le ring, à partir du moment où il n'agit plus, où il se contente de venir observer l'errant, le Wanderer. Je pense bien sûr ici à Hans Hotter, deux fois H, Hans Jean, n'est-ce pas, H-O-2-T-E-R, Hans Hotter. Son Wotan est inoubliable, n'est-ce pas? Rien que les adieux, ses adieux à sa fille à la fin de la Valkyrie, les adieux de Wotan chantés par Hans Hotter déjà, n'est-ce pas? Avec l'inoubliable Birgit Nilsson qui nous a consolés de la disparition, du fait qu'on n'est plus Kirsten Flagstad. Vous remarquez que je dis des noms scandinaves. Birgit Nilsson, la suédoise, est venue remplacer la norvégienne Kirsten Flagstad, qui est le sommet des voix féminines wagnériennes, à quelques exceptions près que je citerai quand je passerai aux versions héroïques. Donc voilà quoi, je veux dire, le ring de Solti avec Hans Hotter en Wotan, Vingassen qui s'en sort pas si mal dans le rôle de Siegfried, même si on est très loin de Melchior, dont je parlais tout à l'heure, mais alors avec une vaillance et un engagement qui sont tout à son honneur, un extraordinaire mime, qui a un rôle très important, le forgeron mime, un mime bondissant, absolument extraordinaire comme acteur et comme chanteur, comme acteur vocal, je parle, hein, je veux dire, on l'entend même si on ne voit pas la mise en scène, ça n'a pas été filmé, bien sûr. Il y a des comment ça s'appelle, des making-of, des parties du making-of qui ont été filmées. Vous pouvez le trouver en streaming du ring de Solti. Je ne peux pas aussi ne pas nommer le magnifique Alberich, je parle des rôles principaux, le Alberich, baryton sombre, n'est-ce pas, de Gustav Neidlinger, n'est-ce pas? Voilà, une heureuse coïncidence ou une coïncidence diabolique fait que son nom a pour radical Neid, qui veut dire l'envie, au sens vraiment, vous voyez, grossier que ça en français, pas le désir, l'envie. Neid, or, n'est-ce pas, chaque fois que Siegfried chante son épée, il dit « Notum neidliches Schwert », épée envieuse, n'est-ce pas? Vous voyez qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus dans l'ordre symbolique. Épée désirante, épée envieuse, épée de l'envie. Donc, voilà pour ce qu'est le ring de Solti. Je vous ai dit qu'il y en a deux autres qui sont magnifiquement enregistrés et qui sont de grandes réussites, d'immenses réussites musicales. Un immense chef, on n'a pas besoin de présenter quand on connaît les grands chefs charismatiques du XXe siècle. Je pense bien sûr à Karl Böhm. Avantage direct à Bayreuth. Solti a enregistré en studio dans des conditions sonores de perfection. Böhm a enregistré à Bayreuth avec la magie du live, mais en plus avec cette fameuse, parce que d'habitude le live n'a pas les qualités acoustiques du studio. Or là, tous les preneurs de son, je parle des preneurs de son ici, pas du chef d'orchestre, n'est-ce pas, s'accordent à dire que la conception que Wagner a imposée pour la construction de son théâtre à Bayreuth, de cette conception découle une acoustique exceptionnelle. Voilà, je ne vais pas faire l'histoire de tout ça, mais c'est très intéressant. Voilà, donc, qui a à peu près la même distribution, on retrouve l'immense Birgit Nilsson, notre Brunhild, mais sous la baguette de Böhm, cette fois, qui est un immense chef classique, hein, qui est un des plus grands chefs mozartiens, straussien aussi, n'est-ce pas? Tout ça, c'est viennois. Immense chef d'une manière générale. Donc, et avec Vingassen aussi encore, n'est-ce pas? Donc, et puis, troisième version, Karajan. Bon, le Karajan j'ai l'air d'avoir des réserves. Non, parce que, par exemple, pour la Valkyrie, c'est peut-être le meilleur. Je parle du point de vue de la strictement acoustique, hein, de la enfin, acoustique,
du point de vue audio, c'est-à-dire de la partie musique sans la mise en scène, qui n'a pas été filmée là encore malheureusement entièrement. Donc Karajan, tout ça c'est dans les années 60-70, avec hommage à une immense chanteuse française trop peu connue du grand public, l'immense Régine Crespin en Brunhilde, n'est-ce pas, que je salue ici, Madame Crespin, avec l'inoubliable Zieglin, la pauvre maman de Siegfried, la sœur jumelle qu'on a entrevue tout à l'heure, la mise en scène que Pirel a bien voulu nous montrer un flash, la Zieglin de Gundula Janowitz, ce genre de chanteuse que Karajan sortait de sa manche comme ça, hein. C'est l'équivalent comme en jazz, Miles Davis. Miles Davis nous a sorti négligemment des inconnus, hein, n'est-ce pas? Tony Williams, un jeune batteur qui avait 17 ans, qui est devenu un des plus grands batteurs de son temps, et peut-être un des plus grands de toute l'époque, de toutes les 30 dernières années. Il nous a sorti un jeune blanc, jeune, n'est-ce pas, Bill Evans, rien que ça, au piano. Mais oui, c'est une trouvaille de Miles, hein. Et puis un jeune homme qui sortait à peine du rhythm and blues, là, hein, qui sortait d'une jeunesse un peu turbulente, dans une espèce de mysticisme du gospel. Je pense à Coltrane, l'immense Coltrane, sans doute le plus grand soliste post-parkerien, c'est une trouvaille de Miles. Eh bien, Karajan, il est un peu comme ça, n'est-ce pas? Le nombre de grands solistes qui sont sortis de sa manche, c'est invraisemblable. Voilà, ben, nous avons ici la distribution, c'est magnifique. Pas? Voilà, on a le votable de Thomas Stewart, et dans son Crépuscule des dieux, on a l'extraordinaire basse de Karl Ridderbusch. Voilà. Voilà Gundula Janowitz dans la Valkyrie. Voilà, on le voit bien. Madame Crespin, merci. Bon, là, après toutes ces filles qui défilent, ce sont les 9 Valkyries, hein, on peut passer. Il y en a qui chantent que quelques secondes. Voilà. Sinon, les grandes, les Helga Dernech, bien sûr. Et vous voyez, dans le Crépuscule des dieux, on voit le Albéric de Zoltán Kelemen, hein, qui sort du lot, encore une fois, et toujours, bien sûr, la merveilleuse Gundula Janowitz et la Brunhilde de Helga Dernech. Voilà. Donc, je vous dis, Karajan, dans des conditions sonores stupéfiantes, Karajan est un champion des premiers plans. C'est pour ça qu'il réussit si bien la Valkyrie. C'est un des premiers grands chefs d'orchestre charismatiques du XXe siècle, hein, vraiment, hein, les maestros, qui a compris les changements qu'imposait le studio au sens moderne. La bande magnétique sur laquelle on peut couper quand il y a une faute, une attaque qui n'était pas très claire, on peut recommencer en studio. Alors bien sûr, ça n'a pas la magie du direct, ou pour laquelle, comme on dit en Afrique, il n'y a pas pardon. Hein, même s'il y a une faute, on continue jusqu'au bout. Un peu comme en jazz, hein, l'improvisation, on ne peut pas arrêter et dire tiens, là je mettrais plutôt un dièse sur ma partition. Non, non. C'est ce qui fait que Bill Evans, une fois on lui avait demandé si on devait résumer le jazz à un seul mot, ce serait lequel d'après vous? Il a répondu cette réponse merveilleuse et si sobre: honesty. Honesty. Pas beaucoup de genres musicaux qui peuvent en dire autant. Donc voilà. Voilà pour ce qui est des mises en scène, vraiment, qui ont un confort d'écoute à toute épreuve. Mais non, il y a des rings. Malheureusement, c'est souvent des extraits, mais alors, qu'est-ce que je ne donnerais pas si je vais sur une île déserte, je prendrai ces extraits-là, si vous voulez que je vous dise. Alors, je commence par le plus épouvantable au niveau sonore, c'est des extraits enregistrés en Angleterre, dans les années 30, par Furtwängler, le plus grand chef wagnérien, bien sûr, peu de choses près. Furtwängler, du Crépuscule des dieux, en particulier, avec des voix. Alors là, il y a le Melchior dont je vous parlais tout à l'heure, il y a l'inoubliable Frida Leider. Frida Leider, si vous voulez voir comment Wagner concevait Iseux dans Tristan, vous écoutez le duo de Tristan, vous mettez ça suffit. Hein, Wagner, Tristan, Isolde, Lauritz Melchior, retenez le prénom, et Frida Leider. C'est tout, vous mettez ça. Duet, le duo du deuxième acte, n'est-ce pas? Ce duo dont Wagner disait l'amour, ça réussit jamais dans la vie exactement comme on voudrait, donc j'ai voulu faire en sorte qu'un jour il aille jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout, c'est dans le deuxième acte de Tristan, profitez-en. C'est la folie. Et la folie admirablement maîtrisée du point de vue écriture musicale, n'est-ce pas, qui ouvre en plus des portes de la musique future. Bref, et
pourquoi je parle de Max Tristan? Parce qu'elle pousse des cris, qui sont dans la partition, et ces cris, c'est les cris, des cris juvéniles, mais c'est extraordinaire. Bien sûr, les mises en scène nous semblent un peu ringardes, tout ce qu'on veut, mais alors, la voix, la fraîcheur, parce qu'on pense que quand on voit les voix anciennes, on va être frappé par quelque chose d'un peu ringard. Non, c'est le contraire. Les voix wagnériennes prennent un coup de jeune dans les années 30. C'est des gens qui se donnaient tout entier, car il n'y avait pas de studio, il n'y avait pas l'enregistrement. Il n'y avait pas pardon, hein, pour reprendre la formule africaine. Hein. Ce qui fait qu'on était tout entier, il y avait un scrupule vis-à-vis de l'auditeur de faire le mieux possible à chaque instant, là, pendant le direct, en tenant compte de l'acoustique de cette salle, de l'atmosphère qu'il y a avec ce public-là, ce soir-là, à cet endroit-là. Et voici ici, mon Dieu, Frida Leider devant Furtwängler, comme c'est émouvant. Voilà, l'immense Furtwängler, qui a eu un procès en dénazification à la fin de la guerre, et pour lequel les plus grands musiciens juifs sont venus dire « Ah non, pas lui, franchement. Lui, bien sûr qu'il est resté en Allemagne, mais parce qu'il pensait, en bonne misère politique allemande, pour en prendre une expression de Hegel, qu'il fallait rester, contrer la barbarie en continuant, en perpétuant le grand humanisme allemand sur place, en jouant Beethoven. » Vous voyez. Puis à la fin, comme le Reich lui en voulait de plus en plus, Goebbels en particulier, s'est réfugié en Suisse. Voilà. Mais l'immense Menuhin, Yehudi Menuhin, est venu dire pas lui. Il est venu, il a imposé aux nazis la création des musiques que les nazis appelaient des musiques de dégénérés, les variations opus 33, un chef-d'œuvre de Arnold Schoenberg. Ça a été créé par Furtwängler à Berlin, au nez, à la barbe des nazis. Voilà. C'est la photo du monsieur qu'on voit là. Et bien, si vous voyez ces versions d'avant-guerre, quand il n'est pas encore brisé, n'est-ce pas, par tous ces destins tragiques, la France a des problèmes, l'Allemagne est un problème. Alors, je vous demande 3 secondes, juste le temps de prendre le livre. Là, vous voyez. Parce que vous pourriez penser à juste titre que ces questions de préférence sont un peu subjectives, n'est-ce pas? Que ma foi, les bons interprètes, tout ça, taratata, n'est-ce pas? Il y a quand même la notion de connaisseur à un certain sens. Voilà, pardon. Il y a dans un ouvrage que j'ai déjà présenté à ceux qui suivent sur le ring, je le représente, c'est aux éditions Fayard ici, n'est-ce pas? Guide des opéras de Wagner, une espèce de Michelin où il y a tout, n'est-ce pas? Mais surtout très bien fait, n'est-ce pas? D'excellents musicologues où on suit le texte ligne par ligne, la partition elle aussi ligne par ligne. Mais vous avez, j'ai tout de suite, une discographie, n'est-ce pas? Donc ça répond à la question. Et dans cette discographie, il y a les intégrales et puis il y a des actes à part. Et malheureusement, on n'a pas, et c'est aussi une version que je conseille, au point que dans ce livre, ils disent que s'il fallait un seul disque de Wagner, ce serait celui-là, c'est les enregistrements de la Valkyrie, non pas par Furtwängler, mais par un chef du même niveau, le Bruno Walter, le bon Bruno Walter, avec sa bonté légendaire, n'est-ce pas? Bruno Walter, donc, voilà, excusez-moi, la Valkyrie, voilà, les actes isolés, voilà. Je vous lis simplement un seul extrait de cet ouvrage, la recension de l'enregistrement du premier acte de la Valkyrie, très bonne prise de son pour l'époque, ne croyez pas que ce soit des gravures où il faut prêter l'oreille dans les craquements, non, non. Bon, c'est un peu tassé, mais enfin, je veux dire, c'est très bonne prise de son. Donc, Lauritz Melchior, ça fait plusieurs fois que j'en parle, qui qui chante ténor, bien sûr, l'effrayant Emmanuel Liszt qui joue le mari Hunding, Lotte Lehmann, et non plus Frida Leider, en Zieglin, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, rien que ça, n'est-ce pas? Je vous lis ceci. Un miracle toujours aussi présent. S'il ne vous fallait qu'un disque, un seul, pour connaître Wagner, le voici. À la veille de l'Holocauste. Je vais essayer de lire ça de sang-froid. Bruno Walter et les 2 plus grands chanteurs wagnériennes de son temps offraient la vision la plus humaine, vous voyez, je disais la Valkyrie, joyeuse, autant que mortelle du drame de l'amour le plus interdit et le plus passionné.
À l'heure où Wagner s'interprétait large, épais, majestueux, germanique enfin, Walter imposait une clarté, une légèreté, une diligence, une émotion qu'on ne retrouverait plus, même aujourd'hui où un Wagner dégraissé est à la mode. Fait allusion à Boulez. Le prélude donne le ton. L'orage est celui des âmes, et non pas de la météo. Le prélude donne le ton. L'orage est celui des âmes. La fuite est devant le destin et non devant les hommes. Et le Philharmonique de Vienne, dès le premier instant, joue des diaprures, des soieries. Vous voyez, des nuances. Vous dites, avec la prise de son ancienne, on ne doit pas entendre. Je vous jure qu'avec cette prise de son plutôt déficiente par rapport à aujourd'hui, on entend des choses qu'on n'entend plus avec une stéréo à 28 pistes. C'est là qu'on voit les grands chefs, hein, et les grands orchestres. Donc, encore une fois, et le Philharmonique de Vienne, dès le premier instant, joue des diaprures, des soieries qu'on ne retrouvera pas chez lui quand il sera dirigé, même par Solti, alors que de cet hédonisme orchestral, pure source d'émotion, un Böhm, plus tard, hein, je vous ai cité, un Boulez, un Karajan, surtout, avec d'autres orchestres, se souviendront. Pour les voix, l'évidence est totale. Emmanuel Liszt est immense, froid, net, mais aussi attentif, jaloux, supérieur, n'est-ce pas? Laurice Melchior, la plus belle voix wagnérienne pour moi de tous les temps, n'est-ce pas? Laurice Melchior, au chant mâle, puissant, imposant, peut oser toutes les tendresses, toutes les vulnérabilités. Un ténor héroïque wagnérien, Siegfried, qui joue la vulnérabilité. C'est pas beau ça, n'est-ce pas? Sa voix éclatante se plie à toutes les ombres comme à toutes les subtilités. L'autre Telemann a la voix qui se fait chair, incarnant tout aussi définitivement la souffrance rentrée, l'espoir, l'éblouissement. Bref, un homme, une femme, leur lente découverte. Un homme, une femme, approche délicate autant que sensuelle, demeure un monument de l'histoire du chant, indispensable à jamais. Eh bien, vous trouvez ceci, n'est-ce pas, chez EMI, premier acte de la Valkyrie, par Bruno Walter. Et veillez bien ce qui est Melchior, parce que Bruno Walter l'a enregistré d'autres fois. Voilà, pour ce qui est de mes conseils discographiques, je m'arrête parce que je pourrais y passer des jours et des nuits, mais que Dimitri n'hésite pas soit à me laisser son numéro, soit je lui répondrai sur notre messagerie, soit je lui dirai de communiquer avec moi sur Messenger, et je lui donnerai mon numéro, qu'il n'hésite pas à m'appeler s'il veut des précisions sur telle ou telle version, que je donnerai volontiers oralement. Voilà. Merci beaucoup à Pierre Alain, qui nous montre donc les couvertures de ce que je viens de lire, n'est-ce pas? Vous voyez le grand trio, n'est-ce pas? La Valkyrie, premier acte, par le bon Bruno Walter, que vous voyez à droite, n'est-ce pas? Je dis à ceux qui sont des admirateurs de Gustav Mahler, sans doute le plus populaire des trois grands post-wagnériens, c'est comme ça qu'on les classifie, les post-wagnériens, les trois grands, Bruckner, Mahler, Strauss. Même si Strauss est le plus populaire en Allemagne sans doute, mais Mahler, juif bohémien, de langue allemande bien sûr, autrichien, bref, Mahler, Europe centrale, Mitteleuropa. Mahler, qui était un fervent wagnérien comme presque toute sa génération. C'est extraordinaire que cette espèce de crapule d'antisémite de Wagner n'a jamais été si bien servie au niveau interprète que par des interprètes juifs. C'est extraordinaire. Ce sacerdoce que parmi les plus grands d'entre eux ont mis au service de cette musique. Je pense ici bien sûr à Bruno Walter. Donc, qui était un élève de Mahler. Bruno Walter, que vous voyez, grâce à Pierre Alain, vous voyez sa photo, et au moment où on enregistre la Valkyrie avec ce colosse de Melchior, celui qui chantait en transportant des caisses de bière dans les étages, vous voyez qu'il avait le coffre pour ça, et le torse pour ça. Donc, Bruno Walter a été l'élève de Mahler. Et
Oui, quand je dis qu'il y a des écoles qui apparaissent, qui disparaissent, ça reviendra, mais je veux dire, ce n'est pas tous les jours qu'on renouvelle de telles traditions. Merci beaucoup, Pierre-Alain, pour ces documents bouleversants. Voilà. Et encore une fois, la prise de son est plus qu'audible. Hein. Elle est vraiment de bonne qualité, ce qu'on faisait de mieux à l'époque, disons. Quoi, hein. Voilà. Merci beaucoup, Dimitri. Encore une fois, j'espère qu'on en reparlera dans le cadre qu'il voudra bien. Sinon, là, je m'adresse à Emmanuel. Emmanuel Demoiselle. Je dis bien Demoiselle. Si je lis bien son pseudo. Et qui me demande simplement, c'est un petit peu, on me demandait là les bonnes versions du Ring, et là, audio, et là on me demande par quoi il faut commencer pour entrer dans Gluskar. Je le lis très rapidement. Hein. Bonjour, je suis à la recherche d'un conseil de lecture pour un débutant qui a déjà entendu parler du Gluskar mais ne l'a jamais lu. Quel ordre conseilleriez-vous? Merci d'avance de votre réponse et merci pour votre travail. Bon, ça, j'espère que ça s'adresse à toute l'équipe. Il y a de plus en plus, je profite pour le caser, parmi vous, des gens qui, et ça me fait trop plaisir, qui adressent un remerciement collectif à cette équipe sans laquelle je ne serais franchement pas grand-chose, voire néant pour ce qui concerne ma transmission proprement dite. Donc, tact ici. Par quoi commencer? Alors, c'est compliqué parce que je ne veux pas y passer un temps fou, mais je vais commencer par la réponse d'abord toute simple. Moi, je dirais néofascisme et idéologie du désir, parce que c'est un des plus accessibles, et qu'en même temps, cet ouvrage, chronologiquement, se situe à la charnière des premiers et des derniers Gluskar. Donc, je conseillerais. Sinon, l'ouvrage peut-être pour moi celui qui continue à m'impressionner le plus, c'est Lettres et le Code, mais il faut sauter la préface, des choses comme ça qui sont techniquement, bon, sauf si on a une formation philosophique, mais c'est pas si important, c'est pas. C'est important dans l'histoire des idées, mais pour ce qui est par contre du travail propre à Gluskar, c'est un vrai roman policier extraordinaire, Lettres et le Code. Le sous-titre, c'est étude d'un ensemble pré-capitaliste. En fait, c'est la France de l'Ancien Régime, depuis les temps obscurs du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution, non inclus. Donc c'est tout l'Ancien Régime, la formation de notre pays dont on parle beaucoup ces temps derniers, n'est-ce pas? Comme dirait Hegel, la philosophie vient toujours trop tard, n'est-ce pas? Enfin, j'espère que ce n'est pas trop tard, n'est-ce pas, pour la souveraineté de la France. Mais si on en parle autant maintenant, c'est qu'il est bien tard. Donc voilà, alors bien sûr, Lettres et le Code a été magnifiquement réédité aux éditions d'Elga, ben, merci Pierre-Alain, voilà. Avec ce magnifique tableau du Caravage, n'est-ce pas, où l'on voit un niais se faire, n'est-ce pas, arnaquer au jeu de cartes, un tableau d'une finesse psychologique ahurissante, pour ne parler que de ce contenu-là, mais qui est surtout, du point de vue purement pictural, un chef-d'œuvre achevé. Et sinon, l'ouvrage, disons, qui a eu le plus de succès, et ce n'est pas un hasard, sans doute le plus populaire au sens à la fois statistique, celui qui a eu le plus grand nombre de lecteurs, et en même temps qui intéresse à peu près toutes les formations. Pas besoin d'être ni philosophe, ni sociologue, ni à part quelques petits passages, des allusions, mais ce n'est pas grave. On n'est pas obligé de comprendre toutes les allusions auxquelles il se prête de temps à autre, comme, entre deux portes comme ça. Ce qui compte, c'est quand même le contenu substantiel de ce qu'il dit, qui ne cesse de répéter, de ressasser. On peut lui faire confiance pour enfoncer les clous. Et je pense bien sûr au Capitalisme de la séduction, qui est bien sûr aussi réédité aux éditions d'Elga. Donc voilà. Donc j'ai lu un large extrait lors de mon dernier atelier, tout simplement. Voilà, voilà, ça c'est la nouvelle édition depuis quelques années, grâce à laquelle, n'est-ce pas, il y a un retour, n'est-ce pas, aux fondamentaux de Michel Gluskar, et dont l'audience ne cesse de croître grâce à ces nouvelles publications. Voilà. Je précise que le Capitalisme de la séduction est peut-être ce qu'il a fait de mieux au niveau de l'étude des mœurs. Je pense à quelqu'un qui m'interrogeait sur un rapport entre Gluskar et Balzac la dernière fois. Voilà, parce qu'il y a un Gluskar sociologue, il y a un Gluskar philosophe stricto sensu, comme dans
critique du libéralisme libertaire, où il croise le fer avec les philosophes les plus importants de son temps, les Althusser, les Foucault. Il y a le Gluskar historien, c'est le cas de L'être et le code, n'est-ce pas? Historien vraiment au sens du matérialisme historique. Et puis, il y a Gluskar à l'écoute des mœurs, et modélisant les mœurs d'aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est le capitalisme de la séduction. Donc, c'est peut-être par celui-là qu'il faudrait commencer. Et où, à la même époque, en gros, un peu plus politique, au sens un peu plus étroit du terme, le néofascisme et l'idéologie du désir, qui a quand même le mérite, ne serait-ce qu'au niveau du titre, d'annoncer ce qui est en train de se passer, que je dénonçais tout à l'heure, où on veut nous interdire de brandir l'accusation de fascisme trop facilement, au moment où, curieusement, on revient comme jamais depuis la dernière guerre. C'est quand même curieux. Au moment où il faut le plus, n'est-ce pas, dire ah non, on ne va pas recommencer, à ce moment-là, on dit non, allez, syndrome de Goldwyn, voilà. Donc, je vous recommande Néofascisme, idéologie du désir, qui est plus court, plus simple, et où l'accès est le plus aisé, et, je vous ai dit, le capitalisme de la séduction. Voilà. Bon, alors après avoir répondu à pas mal de nouvelles têtes, enfin, il y avait les familiers aussi, hein, bien sûr, mais enfin, je veux dire, et je m'en réjouis qu'il y ait de nouveau, n'est-ce pas, de nouveaux éléments dans notre public qui accrochent leur wagon à notre équipe, parce que tout seul, je ne fais pas une locomotive, je n'ai pas assez de force pour ça, mais à notre équipe, et non pas pour alourdir le train, mais pour l'accélérer. Vous voyez, c'est comme ça. Et là, je passe au contraire à l'un des plus fidèles, l'un des plus anciens de nos compagnons, je ne dis pas de nos followers, de nos compagnons. Je pense à Jean-Michel Toulouse, qui est un camarade, et vis-à-vis duquel j'exprime ici toute ma gratitude, n'est-ce pas, non seulement pour son suivi, si j'ai un reproche à lui faire quand même, c'est son effacement. Il devrait intervenir même plus souvent, n'est-ce pas? Il a toujours un truc à me reprocher. Il a raison, il trouve que je ne parle pas assez de philosophie politique. En gros, ça résume. Mais je ne vais pas parler dans son dos. Je vais lire, il n'y a pas tort. Hein. Enfin, je donne l'apparence, n'est-ce pas, lorsque je parle de Nerval, de paysage ou nature, j'ai l'air de ne pas parler politique. C'est peut-être là où je le suis le plus, mais ça, ne supposons pas le problème résolu. Je lis son intervention. Bonsoir à toute l'équipe. Merci beaucoup pour l'équipe. Merci à Dominique de prévoir un cycle sur la philosophie politique. Sous-entendu, il devrait enfin se décider à le faire. Et plus particulièrement sur la démocratie, terme totalement dévoyé par l'idéologie bourgeoise. On ne peut qu'adhérer. Travaillant à une thèse sur ce thème, je serais honoré de voir Dominique et ceux que cela intéresse, c'est pour ça que je tiens à lire cette intervention, je serais honoré de voir Dominique et ceux que cela intéresse, sinon je ne me permettrai pas de publier ce texte, lors de ma soutenance en octobre 2021. Pourvu que Dieu me prête vie, comme aiment répéter les Africains francophones qui aiment bien les expressions un peu archaïques comme ça de notre français. Ainsi, ils ne disent pas les banquiers ou les financiers internationaux, ils disent les bailleurs de fonds. Je me réjouis déjà des séances qu'il consacrera à ces questions. En attendant, souhaitons-nous une année 2021 pleine de lutte et aussi de succès dans l'avancement de nos objectifs, bien amicalement. Je me permets ici de signaler à Jean-Michel que je m'efforce d'aller au-devant de sa requête, mais pas toujours dans le cadre de nos ateliers qui sont plus transversaux, mais grâce à un camarade qui s'est éloigné pendant longtemps et comme tant, et Dieu sait si on le comprend, d'un certain parti communiste français, et qui le rejoint récemment là, pas du tout parce qu'il adhère, n'est-ce pas, à toutes les thèses qui sont développées, surtout au sommet, au contraire, il se bat pour refaire une union à la base, démocratiquement. Ça répond un peu à ce que dit Jean-Michel Toulouse ici. Et je pense ici à Jean-Paul Legrand, avec qui j'ai commencé à collaborer dans une suite d'émissions qui j'espère vont reprendre, si j'arrive à faire face un peu à mes petits soucis, une série d'émissions qui s'appelle « Lectures en commun ». Voilà, au pluriel, « Lectures en commun », n'est-ce pas? On avait commencé déjà
ensemble, c'est les personnes qu'il a réunies lui-même, n'est-ce pas, grâce à son initiative, puisqu'il nous ne nous connaissions que par Internet interposé. Et donc, il a eu la gentillesse de me demander de venir animer, de venir commenter un texte de Marx, la fameuse préface de 1859, n'est-ce pas, à la contribution à la critique de l'économie politique. Et quand j'ai vu le public dont il me disait qu'il est très demandeur de formation théorique, j'ai eu la bonne surprise, presque un peu intimidé, de me trouver face à Laurent Brun de la CGT. Je profite de cette occasion pour le saluer bien grand fraternellement. C'était moi qui étais honoré de me trouver face à un aussi vaillant combattant. Voilà. Comme on aimerait en voir plus souvent, aussi bien au Parti communiste qu'à la CGT. Voilà, je me permets de le dire. Pour moi, un bon communiste, c'est quelqu'un qui n'est jamais tout à fait en harmonie avec son parti. Et je dirais vice-versa pour la CGT. Voilà, donc je promets à Jean-Michel que ça ira au-devant de sa demande s'il consulte un peu cette série. Je fais aussi des entretiens avec Oscar, pardon, avec, mais qui est au PRCF aussi, comment il s'appelle, Victor Sarkis, pardon, un brillant, très jeune collègue, mais très brillant, philosophe, soit quand je commente une de ses interventions dans Initiative communiste, pas l'organe du PRCF, soit lorsqu'il écrit dans le blog, la tribune fondée par Benjamin Lelouarn, qui s'appelle Le Gros Rouge qui tâche, qui ne connaît que des contributions d'un niveau au moins élevé. Je pense ici à nos camarades Michel Clouscard, à Étienne Burle, et bien sûr à Victor Sarkis lui-même. Voilà. Et j'avoue à Jean-Michel que ce qu'il me demande, c'est le plus difficile. Ça a l'air d'être le plus simple, hein, de laisser tomber les réflexions sur la dialectique, je ne sais pas, bon, mais le théorique est d'en arriver vraiment au politique, surtout en période déjà préélectorale. Et donc, son questionnement a tout le mérite d'être dans un droit fil de l'actualité, présenté à venir, d'une manière croissante, mais qui sache que c'est ce qu'il y a de plus difficile. Rappelez-vous la phrase de Hegel, tu ne pourras jamais être plus que ton temps, mais au mieux, tu seras ton temps. Au mieux, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de coller à ce qui est le plus actuel. Je promets de faire encore des efforts dans ce sens, et dès que je vois quelque chose de clair, je ne manquerai pas d'essayer de le transmettre, et que Jean-Michel sache bien que si je n'ai pas fait jusqu'ici, c'est parce que, comme dit Merleau-Ponty, pardon de citer un philosophe, qui n'est même pas un marxiste, mais qui n'a jamais traîné le marxisme dans la boue, qui est une grande figure, comme disait Merleau-Ponty dans les années 50, on ne satisfait pas les hommes par l'à peu près et l'imposture. Comme je ne suis pas sûr, quelquefois, de ce qu'il faudrait avancer en termes de recommandations, pour prendre un terme très vague et très extensif, prudemment, pour l'instant, je n'ai pas développé, mais je promets de creuser un peu le sillon à ce niveau-là et de faire en sorte qu'il y ait des résultats publiables. Merci Jean-Michel. Alors, il me reste à répondre, non pas à un vieux compagnon, enfin un compagnon de vieille date, parce que j'aimerais bien avoir l'âge de Jean-Michel, Toulouse, même s'il n'a plus 20 ans, comme on dit. Mais quant à Oscar Binot, il n'y a pas longtemps qu'il n'a plus 20 ans, disons, quoi. Hein. C'est un jeune musicien, brillant, excellent saxophoniste, qui connaît bien la chose musicale, en particulier le répertoire jazzistique. Et pardon de faire une fiche technique comme ça dans son dos, mais enfin tout de même, les individus valent mieux que tout ce qu'on peut en dire. Mais et je pensais que sa question porterait sur tout ce que je peux dire, des fois, peut-être à tort et à travers, la musique. Eh bien non, pas du tout. Il m'interroge et vous allez voir pourquoi je ne te réponds pas aujourd'hui, Oscar. Parce que ta question est tellement riche, tellement intéressante, que j'aimerais bien lui consacrer une séance spéciale. Parce qu'elle va nous faire réviser des choses si importantes, transversales à bien des ateliers.
En effet, il voudrait que je revienne sur la lecture que j'ai faite du Phèdre de Racine. J'ai fait toute une série là-dessus, n'est-ce pas? Et que j'ai reprise aussi dans la logique du sujet. Je vous lis quand même cette question qui semblera énigmatique à ceux qui n'ont pas suivi peut-être ce séminaire sur le texte de Racine. Dans la dernière séance, tu disais en parlant de Phèdre que la logique de ce texte s'élève à sa plus haute lumière lorsqu'on y fait intervenir les catégories qui n'existaient pas avant Marx. Alors j'en connais plein qui diront, mais qu'est-ce que Marx vient foutre dans un texte d'un tragédien de l'époque de Louis XIV, un auteur courtisan, tellement courtisan que lorsque il dédicace sa tragédie Andromaque, qui est son premier très grand succès, on disait beau comme Andromaque, exactement comme dans la génération d'avant, celle des Cornéliens, on disait beau comme le Cid. Donc, en dédicaçant Andromaque à Madame, n'est-ce pas, la femme de Monsieur, à Madame, qui faisait pas mal, qui se targuait d'être mécène des lettres, et il lui fait une lèche, on dirait en argot, n'est-ce pas, avec un style qui n'appartient qu'à lui. Mais je ne peux pas empêcher de vous dire au moins la fin de sa lettre, après avoir dit toutes les qualités qu'elle a, qui à elle seule connaît comme ça les belles choses, les belles lettres, qu'il n'y a plus de règles, on n'a pas à s'embarrasser des règles, la seule règle est de plaire à votre Altesse royale. Mais je vous dis quand même sa chute, pour montrer jusqu'où peut aller Fayot, mais que si vous voulez on lui pardonne, parce qu'en l'écrivant comme ça, j'en redemanderai du faillotage. Écoutez bien, à la fin, on ne va pas avoir fait la liste de ses qualités. Voilà sans doute la moindre de vos excellentes qualités, mais c'est la seule dont j'ai pu parler avec quelque connaissance. Les autres sont trop élevés au-dessus de moi. Je n'en puis parler sans les rabaisser par la faiblesse de mes conceptions et sans sortir de la profonde vénération. Là, je sacrilège, je coupe le texte de Racine, je prends mon chapeau à plumes de l'époque, je fais une double révérence, je tournoie, je plie un genou, sans sortir de la profonde vénération avec laquelle je suis, Madame de votre Altesse royale, le très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Bon sang, on est loin de Marx, on est loin de la Commune de Paris, mais n'est-ce pas? Et oui, je suis là dans ce qu'on appelle, à une certaine époque, on parlait encore de la sociologie de la connaissance. Moi, je ne dirais pas sociologie, je dirais le matérialisme historique comme outil de connaissance. Que pour comprendre, mieux que Racine ne pouvait le faire lui-même, n'est-ce pas, la vérité de son texte, la vérité, n'est-ce pas, qui sont dans son propre dos quand il écrit, car comme dit très bien Rimbaud, n'est-ce pas, c'est le jeu qui est un autre, qui est le vrai auteur du texte, n'est-ce pas? C'est pas le jeu qui pense, qui dit moi je suis comme ci, j'aime ceci, j'aime les pommes de terre au lard, j'aime pas les petits pois. Donc, j'avais montré un point très précis. J'avais dit que lorsque Phèdre fait son aveu au fils de son mari, qui est en même temps le roi, ça se fait pas, hein, comme on dirait dans les cités, ça se fait pas. Triple crime, n'est-ce pas, contre son mari, contre le roi, et le fait que ce soit à son beau-fils avec lequel elle fait une infidélité. Donc, vous comprenez pourquoi elle dit à sa confidente, quand tu connaîtras mon crime et le sort qui m'accable, je ne mourrai pas moins, j'en mourrai plus coupable. C'est une tragédie de l'aveu, on a déjà vu ça, je ne reviens pas. Par contre, à un moment donné, elle récapitule l'histoire de Thésée, donc de son époux, parce que son rêve, en fait, c'est d'avoir son fils, n'est-ce pas, voir faire les mêmes exploits que son père, ou bien son rêve irréalisable, c'est d'avoir Thésée jeune, celui qui a possédé sa sœur aînée, Ariane, vous savez, celle du fil. Voilà. Et donc, Ariane et elle sont les filles de Minos. C'est pour comprendre le passage que je vais citer. Et elle dit de Thésée, en parlant à son fils, « Lorsque de notre crête il traversa les flots, digne sujet des vœux des filles de Minos. Hélas, que faisiez-vous alors? Pourquoi sans Hippolyte, etc., etc. » Bref, elle voudrait, impossible, n'est-ce pas, qu'Hippolyte était déjà âgé à l'époque où il n'était même pas né, enfin bref, voilà, l'irréversibilité tragique du temps. Mais ce qui m'intéresse, c'est digne sujet des vœux des filles Minos. Donc Thésée excitait déjà, n'est-ce pas, l'intérêt
érotique au sens large, amoureux, des filles de Minos, digne sujet des vœux des filles de Minos, c'est-à-dire, il n'y en a que deux, elle-même qui est en train de dire ça à Hippolyte, et sa sœur Ariane, sa sœur aînée, hein, alors qu'elles ne l'ont pas vu, lorsqu'il traversa les flots, lorsqu'il est encore dans le bateau qui vient d'Athènes et qui va venir en Crète mettre fin aux agissements du Minotaure qui dévorait chaque année l'impôt que payaient les Athéniens à la Crète, c'est-à-dire 7 jeunes gens et 7 jeunes filles, n'est-ce pas? C'est du mythe, rien que le chiffre 14, comme ça, 7, on voit bien qu'il y a un côté initiatique. Mais enfin, moi je disais, quand même, il y a une portée historique, c'est que c'est vrai, historiquement, alors là, cette fois-là, ce n'est pas du mythe, que les peuples de la mer, et en particulier les Crétois, les Phéniciens, dominaient la Méditerranée orientale avant que la puissance athénienne n'émergeât. Autrement dit, que Athènes, tout ça, était subjugué, était dominé par les Crétois et par les Phéniciens qui étaient d'admirables marins, commerçants, et par ailleurs qui faisaient de merveilleuses mosaïques et peintures. Mais regardez, mettez art minoen avec image dans Google, art minoen, regardez les boucles de ces filles brunes et leur maquillage qui est à ce point prononcé qu'il y en a une qui a un tel rouge à lèvres qu'on l'appelle, alors qu'elle est de presque 1500 ans avant Jésus-Christ, on l'appelle la Parisienne. Vous voyez, les archéologues qui l'ont découverte. Bon, allez, lorsque de notre Crète, il traversa les flots, digne sujet des filles de Minos, elles sont amoureuses de lui parce qu'il est précédé par la rumeur de ses exploits. Elles sont déjà amoureuses d'un discours, d'une parole, alors qu'elles n'ont même pas encore vu. Et Racine est l'exact contemporain à l'époque d'Alain Rochefoucauld, connu pour ses maximes, lequel disait « J'en connais qui ne serait jamais amoureux s'il n'avait entendu parler d'amour ». Vous voyez? Alors, que vient faire Marx dans tout ça? Pour l'instant, j'ai fait intervenir du Lacan, n'est-ce pas? L'importance du langage dans le désir, là. On n'est pas amoureux si on n'a pas entendu parler d'amour. Très bien, mais Marx, c'est que les Grecs payaient le tribut et il y a un hommage rendu à celui qui a délivré les Athéniens du joug crétois, du héros qui a célébré l'indépendance. Il y a une dimension politique. Voilà ce que je réponds pour l'instant à Oscar. Mais c'est tellement inattendu, n'est-ce pas? On cherchera en vain dans la critique et dans les gloses et dans les analyses qu'on fait. Dieu sait s'il y en a eu sur Racine en général et sur Phèdre en particulier, n'est-ce pas? Est une de ses pièces les plus troublantes. Tellement troublante même pour lui-même que Racine s'est tu pendant 10 ans. Il a arrêté 10 ans d'écrire après Phèdre, comme si sa descente aux enfers, n'est-ce pas, était arrivée à un degré quelque part de choses insoutenables. Je reviens un peu à ce que je disais au début sur mon train quand on voit ce qui est tout près, n'est-ce pas? Quand le sujet se connaît presque trop bien. Il est resté 10 ans et n'est revenu au théâtre que pour des pièces religieuses à la demande de Madame de Maintenon, la bigote, qui a fait que les derniers jours de Versailles étaient si sombres. Il est revenu pour faire des pièces destinées aux orphelines de Saint-Cyr, aux demoiselles de Saint-Cyr, n'est-ce pas? Des pièces censées être édifiantes et moralisantes. Oui, en fait, c'est parmi ses plus monstrueuses. Si vous lisez Athalie, qui est tiré de la Bible, cette fois non plus de la mythologie grecque, et vous lisez simplement le songe d'Athalie, vous mettez ça sur Google, le songe d'Athalie, vous avez en Wikisource à toutes les sauces. C'est épouvantable. Des eaux que les chiens se disputent et qui traînaient dans la fange. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Voilà. Oscar me fait tomber dans la Racine, mais Oscar est musicien, il va me pardonner, parce qu'il y a un charme de la mélodie racinienne, lancinante, permanente, jamais binaire. Là, il va me retrouver, n'est-ce pas? Captive, toujours triste, importune, à moi-même, 1, 2, 1, 2, 3. Racine, c'est comme ça. C'est pas 1000 l'ont déjà fait, 1000 pourraient le faire. Je ne me moque pas de Corneille, c'est magnifique, on a le souffle coupé de la hauteur de vue d'un Corneille. Mais il n'y a pas cette fluidité, cette magie verbale, cette incantation perpétuelle que l'on trouve chez Racine. Voilà pourquoi je m'attarde. Donc, je ne veux pas répondre sur l'essentiel de sa question, je la lis en entier maintenant. Cependant, bien que j'ai trouvé ton analyse très intéressante, ça reste un peu obscur pour moi, je le rassure. Ce n'est simple pour personne ce que j'essaie de soulever. J'ai eu le sentiment, sans doute à tort, que tu faisais plus le lien de manière plus ou moins allusive. Non, pas à tort, tu as bien compris, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin que l'allusion. Avec les catégories freudiennes, oui, je les ai utilisées. Je les ai utilisées parce que Hippolyte commence par dire au début, le fils de Thésée, qui s'en va pour aller chercher son père,
Et il dit, depuis plus de 6 mois éloigné de mon père, j'ignore le destin du Tensicher. Hello, ceux qui disent que les sciences humaines sont incapables d'avoir la rigueur des sciences de la nature, que c'est pipeau, tout ça, que c'est pas vraiment de la science, que c'est pas dur. Ah bon? Ben moi, je vous dis que c'est arithmétique, la rigueur là. Depuis plus de 6 mois, vous comptez? 6. Éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. Et quelques actes plus loin, on a oublié, il parle plus de son père. Il fait un aveu d'amour, lui qui n'a jamais aimé aucune femme et qui a pensé qu'il n'en aimerait jamais, que l'amour c'est bon pour les femmelettes, que lui ce qu'il aime c'est la chasse, courser le sanglier ou le cerf, comme ça dans les forêts avec son confident. Il a peur des femmes, il a peur de la cour, il n'aime pas, et il déteste. Dans l'histoire de son père, il adore les exploits et, 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 et les brigands étouffés, et les monstres punis, et Procus, et Cercion, et Siron, et Cini, et les eaux dispersées du géant d'Épidaure, les exploits de Thésée, et la crête fumant du sang du Minotaure. Mais quand tu récitais, il parle à son confident, des faits moins glorieux, il juge son père, moins glorieux, sa foi, sa fidélité, partout offerte et reçue en 100 lieues, bref, un homme à femme. C'est le monde à l'envers, c'est un fils qui moralise le père. Tu cours trop les femmes, tu devrais bosser. Hélène à ses parents dans Sparte dérobée, Salamine témoin des pleurs de Péribée, tant d'autres dont les noms lui sont même échappés. Bon, je passe sur la liste des femmes qui reprochent à son père, et il y a cette phrase extraordinaire. Heureux si j'avais pu ravir à la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire. Je garde les exploits contre les monstres, n'est-ce pas? Le côté western, je le garde, le héros justicier, le Zorro, ou comme vous voulez, comment il s'appelle là, l'autre là, celui qui se battait avec les soviétiques, le match de boxe là, j'ai oublié. Enfin bref. Et Rocky, je crois, non? Bon, Rocky 2, 3, 4, 7. et je garde ça, mais j'enlève le plus important chez Racine, l'éros. Eh bien oui, ça s'appelle une castration. Bah, j'interprète pas. Heureux si j'avais pu ravir. Ça veut dire ravir. Hop, Raoult. D'ours Raoult, dit Log dans le ring. N'est-ce pas? Comment on va récupérer l'or du Rhin, celui qui a renoncé à l'amour pour l'obtenir? D'ours Raoult. C'est violent, comme la castration, n'est-ce pas? Ou encore plus violent, comme l'infibulation et l'excision. J'ai assez vécu dans les pays du Sahel. Donc, heureux si j'ai pu ravir à la mémoire une indigne moitié d'une aussi belle histoire. Voilà, c'est là que je fais allusion, oui, au chant freudien, mais j'ai dit que je parlais de la rigueur arithmétique. Lorsqu'il fait son aveu à ici, qu'il avoue enfin que lui aussi il est amoureux lorsqu'il dit « Mais c'est trop tard, asservi maintenant sous la commune loi, par quel trouble me vois-je emporter loin de moi ?» Oui, je me sers du texte de Racine pour faire comprendre ce qu'on appelle le syndrome. Je ne dis pas de dépersonnalisation, c'est plus grave, ça tient lieu de la psychose, ça, dans la folie. Mais en tout cas, cette étrangeté à soi-même qu'on a dans les périodes de crise, n'est-ce pas? Moi-même, pour tout suis de mes soins superflus, maintenant je me cherche et ne me trouve plus. Je ne fais que citer, je n'interprète pas, je cite le texte tel quel. Bon, et bien, lorsqu'il dit à ce moment-là, depuis plus de 6 mois, honteux, désespéré, portant partout le trait dont je suis déchiré, contre vous, contre moi, vainement je m'éprouve, présente je vous fuis, absente je vous trouve. Dans le fond des forêts, votre image me suit, etc., etc. Au début de la pièce, depuis plus de 6 mois, il m'a dit de mon père, ça n'a aucun rapport. Et là, ça fait 6 mois que je suis amoureux de vous. Ça fait 6 mois. Dès que mon père a tourné le dos, je suis tombé fou amoureux de vous. À part ça, on dit que je fais intervenir Freud, ou que Freud, ce n'est pas opératoire. Ah bon? Même arithmétiquement, c'est opératoire. Et qu'on ne peut pas dire que Racine n'avait pas beaucoup de chance d'avoir lu la moindre ligne de Freud. Voilà. Donc, je referme cette parenthèse. Ce n'est pas le propos de Scarbino de faire le procès ni de Freud ni de Lacan, ce n'est pas ça. Mais même s'il dit très modestement, j'ai eu le sentiment, sans doute à tort, que tu faisais plus le lien avec les catégories freudiennes, à ce moment-là, oui, qu'avec celles de Marx. Mais n'oublions pas que l'une englobe l'autre, que l'inconscient individuel, celui abordé par Freud et par Lacan, est lui-même inclus dans l'inconscient historico-social qu'un Gluskar a développé et dont Marx a ouvert le premier la voie. Il est là le lien, n'est-ce pas? Qu'Oscar relise la préface de 59 et il verra que
l'infrastructure des forces productives détermine dans les superstructures tout le champ juridique, esthétique, politique, religieux, philosophique, bref, dit-il, idéologique. Vous voyez? Donc, il ne faut pas oublier ça. Si on sépare des catégories comme ça, s'il y a l'inconscient ici et le politique là, c'est qu'on n'a compris ni l'un ni l'autre. Et autant je suis relativement familier des concepts marxistes, il est très humble là, pas modeste, modeste c'est de la frime, là. On joue modeste dans un salon pour faire… Non, non, c'est l'humilité. Modeste, c'est vis-à-vis des autres, l'humilité, c'est vis-à-vis de soi. C'est qu'on sait qu'on n'est pas grand-chose, je ne sais pas Oscar, mais moi c'est mon cas, et je suis bien content de savoir qu'Oscar en fait partie. Et autant je suis relativement familier des concepts marxistes, autant, mais c'est mon problème, je n'ai pas encore lu Freud, de par ma culture familiale, et je m'en suis toujours méfié, renvoyant aux calendes grecques sa lecture, mais à culpa. Le fait qu'il éprouve le besoin de s'y mettre, et déjà, ça fait que c'est déjà réparé. Hein. Donc, je ne saurais même pas définir précisément à quoi tu fais allusion, même si je comprends bien que ça a à voir avec l'inconscient et le refoulement. Mais oui, je n'ai pas dit beaucoup plus. Hein. Passage où Hippolyte se découvre étranger à lui-même, ou bien Phèdre qui transfère son fantasme du jeune Thésée sur Hippolyte. Et oui, sauf que c'est trop tard. On ne peut pas aller contre le temps. Ce qu'elle aime, ce n'est pas Hippolyte, c'est Thésée jeune. Celle qu'elle était trop petite à ce moment pour avoir. C'est trop tard. En même temps, une petite jalousie à l'égard de sa sœur, n'est-ce pas? Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. Mais regardez toutes ces flûtes qu'on entend, je parle à un musicien. Regardez toutes ces voyelles. Ariane, ma sœur, de quel amour blessé vous mourûtes au bord où vous fûtes laissée. Quelle musique. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'imagine que le lien avec Marx se situe également de ce côté, soit celui de l'inconscient historique, oui, voilà, à condition qu'on voit bien toute sa richesse, c'est-à-dire qu'il pénètre l'inconscient érotique, l'inconscient musical, etc., poétique, à condition, n'est-ce pas, que ce ne soit pas des catégories juxtaposées, mais articulées et conjuguées. L'inconscient tout court, celui de Freud, et l'inconscient de l'inconscient marxien pour parler comme Gluskar. D'ailleurs, j'imagine que le lien avec Marx se situe également de ce côté, soit celui de l'inconscient historique qui, si j'ai bien compris, pour accéder à la conscience, doit passer par un processus d'anamnèse. Mais oui, mais vous n'allez pas nous dire qu'on nous facilite les choses. Allez trouver maintenant dans l'idéologie dominante quelque chose qui vous dit, si vous voulez vous y retrouver dans vos histoires d'amour, il faut avoir votre position de classe. Non, on va dire aller voir du côté des sciences cognitives, faire hormones, vous savez, il y a les molécules qui s'échappent de la fille là ou du garçon. Bref, je m'attendais à ce que tu nous parles d'expression d'un non-dit concernant les rapports sociaux contemporains de Racine ou quelque chose dans ce goût-là. Non, je n'ai pas voulu expliquer ce que dit Racine par les rapports de classe de son époque. Ce serait facile. Non, non, c'est pas ça. Non, je montre ce qu'il y a au contraire de toujours valable. Racine ouvre tout d'un coup en un éclair, n'est-ce pas, en quelques flashs, n'est-ce pas, il nous permet d'entrevoir ce qui devrait réformer d'une manière générale et pour quelque époque que ce soit notre manière d'appréhender ces ouvrages, qu'il s'agisse de poésie ou de musique. C'est-à-dire de les mettre en rapport avec l'inconscient de l'inconscient. Donc, en somme, moi qui espérais la plus haute lumière, c'est gentil, mais c'est beaucoup attendre de moi, n'est-ce pas, tout reste pour le moins assez flou. Du coup, penses-tu pouvoir revenir sur ce point précis? Je l'ai fait en partie ce soir, j'espère qu'on a progressé un petit peu, mais on n'est pas arrivé au bout. Soit ce que Marx permet d'apporter à la lecture de Phèdre de façon plus explicite. Je maintiens que je demande une séance spéciale pour développer encore l'esquisse de réponse à la question que je viens de faire. En tout cas, merci Oscar, bravo pour ta musique et merci pour cette remarquable question. Très grand fraternellement.